Interroge un petit peu sur les valorisations et toutes les excellentes nouvelles qui ont déjà été intégrées à ces niveaux de prix. Romain Daubry, commentaire, que vous inspire cette petite rotation? Alors aujourd'hui c'est sur une séance, donc évidemment c'est très difficile de tirer des conclusions et de prolonger le trait, j'ai envie de dire, mais c'est quand même suffisant pour s'interroger un petit peu, hein, des baisses de 4-5% sur du Hermès, du Kering, du LVMH, ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vu ça. Oui, tout à fait. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est le cas, c'est intéressant. Je pense qu'un des éléments de réponse à la question que vous posiez précédemment, c'est qui a alimenté les dernières accélérations haussières. Je suis pas sûr que, et si on regarde, j'utilise souvent le même critère en ce moment, mais ici il est manifeste, il est bien visible, c'est le volume. Et si vous regardez dans quel volume les rebonds se font, vous constaterez qu'ils n'ont rien à voir avec les volumes dans lesquels les baisses se sont faites. Si on regarde les GAFA aux États-Unis, c'est carrément le double ou le triple pendant les mouvements de baisse, et donc le tiers ou la moitié aujourd'hui dans les mouvements de rebond. Moi, je crois que c'est plutôt des petites mains qui payent le marché, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe et que on laisse faire les petites mains et alimenter ce mouvement de rebond. Donc l'inertie était là, le mouvement se fait, les valeurs continuent à monter et donc ça s'alimente, ça s'auto-alimente ce mouvement-là. Maintenant, quand on voit des mouvements de baisse comme on en a là, moi j'y vois vraiment ce qu'on appelle une phase de distribution dans le marché. C'est-à-dire que effectivement les titres sont chers et il est temps de prendre du bénéfice. Et il y a un moment des grosses mains qui disent voilà, ce sont mes niveaux, ça suffit, là je vends. Et là c'est assez lourd et c'est assez manifeste. Alors évidemment, quand tu parles de grosses mains, je parle de très grosses positions, donc il s'agit pas d'alléger toute sa position en une séance, mais ça se joue sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Et je pense que le coup d'alerte qu'on a eu fin janvier dernier, c'était une des marques de cette possible arrêt et de coup d'arrêt dans le mouvement haussier. Donc j'y vois pas un crack à venir ou un mouvement fondamentalement baissier de long terme, mais un vrai coup d'arrêt et une vraie distribution de papier dans les jours ou semaines qui viennent. Alors, pas à très court terme, là on n'a pas de signaux d'alerte tout de suite. Voilà. En revanche, c'est effectivement le moment d'arbitrer, c'est intéressant de regarder. On peut effectivement commencer à alléger très sérieusement ce secteur-là, du luxe qui a extrêmement bien performé. On voit que les technologiques pour l'instant se maintiennent, elles sont plutôt toujours en forme et elles continuent à payer, mais on voit que ça freine un peu. Alors il y a peut-être des paris à faire. Le secteur bancaire est quand même très en retard. Et si, comme le laissaient entendre les membres de la BCE hier, le rythme de hausse des taux accélérait, on pourrait éventuellement assister à une reprise de ce secteur-là. Donc effectivement, profiter d'une rotation sectorielle. Ouais. Maintenant, si on regarde de façon un peu plus large et sur les indices, on évolue dans un grand trading range et on voit que c'est un jeu un peu à somme nulle, très lié à la spéculation entre acheteurs et vendeurs. On l'évoquait la semaine dernière et c'est vraiment le cas. Il y avait beaucoup de vendeurs sur le marché et 60 000 contrats avaient été ouverts entre les points hauts et le 29 mai. Et depuis, les vendeurs se sont rachetés en partie. Ils ont profité du petit trading range au-dessus de 5408 points et 5335 en dessous pour alléger et diminuer leur exposition baissière. Il y a toujours un petit solde baissier, mais il n'est pas très important. En revanche, en termes d'options, et c'est là où c'est intéressant, il y a beaucoup de positions d'options, mais elles sont très équilibrées. En dessous de 5400, on est couvert. Donc s'il y a un mouvement de baisse qui se produisait, ça peut toujours arriver. Il serait en tout cas canalisé et c'est ce qu'on a pu constater et remarquer là. Donc alternance de sectorielle, comme vous le disiez, rotation sectorielle. Et voilà, mais trading range surtout et avec un léger biais aussi à travailler dans les jours ou semaines à venir. Restez avec nous, Romain. On reste effectivement sur le commentaire de cette séance très intéressante. Alors on verra si effectivement on rentre dans cette phase de distribution avec des prises de profit un peu prolongées sur les meilleures performances depuis le début de l'année, hein, les valeurs les plus chères également, les valeurs du luxe, on le rappelle. Mais si on attaque vraiment cette phase, ce que vous semblez croire l'un et l'autre, hein, d'ailleurs Romain Daubry en duplex avec nous et Laurent Gironimi en plateau à mes côtés, Swiss Life Banque Privée, qu'est-ce qu'on regarde en face? Si on prend ses profits sur le luxe, qu'est-ce qu'on fait du cash qu'on génère en encaissant un peu de plus-value sur le luxe? C'est ça la question, Laurent. Eh oui, et c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que la hausse du marché action ne pourra se faire qu'avec les pétrolières et les banques. Voilà, si on veut sortir de la zone des 5005 par le haut... C'est ce qui marche aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et c'est ce en qui face marche, de la baisse du luxe, on a la hausse du pétrole, des pétrolières et la hausse des banques. Alors, sur les pétrolières, pardon, on comprend bien, on est dans un environnement macroéconomique toujours très porteur, donc ces valeurs devraient profiter de la situation. Le cas bancaire est plus délicat,
plus délicat. On a eu la semaine dernière une alerte sur la Deutsche Bank, puisque la Fed, donc la Banque centrale américaine, l'a placée sous surveillance aux États-Unis. Et parmi les grandes banques mondiales, la Deutsche Bank est une de celles qui se porte le moins bien. Donc elle doit réduire la voilure sur des activités qui étaient fortement rentables pour toutes les banques. C'est-à-dire c'est la banque d'investissement et la gestion d'actifs. On a la même problématique dans toutes les banques de la zone euro, et en particulier dans les banques italiennes, qui aujourd'hui, vous savez, avec ces liens très étroits qu'il y a entre le secteur bancaire et les emprunts d'État, aujourd'hui une remontée des emprunts d'État et des rendements en tout cas, et notamment des rendements des emprunts d'État italiens, compte tenu effectivement d'une certaine incertitude qu'on a avec le deuxième gouvernement du GP Conte. Et qui affecte donc le bilan des banques italiennes. Absolument. Voilà, et puis par contre-coup, en fait, c'est tout le canal bancaire de financement et de prêt entre les différentes banques, notamment au sein des banques de la zone euro. Là, vous n'êtes pas en train de nous décrire un environnement idéal pour investir dans les banques. Est-ce que je veux dire, aujourd'hui, c'est pour ça que on voit le rebond du secteur bancaire. Aujourd'hui, moi je vais vous dire, pour moi c'est le rebond du chat mort. C'est pas encore une vraie tendance. Parce que il y a beaucoup de problématiques. Vous voyez par exemple le président d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier, qui est un ancien de la Société Générale, évoque un rapprochement entre la Société Générale et Unicredit. Quand vous regardez depuis la crise de 2007, aux États-Unis aujourd'hui, il n'y a plus que 6 grandes banques qui représentent à peu près les 2/3 de l'ensemble du produit net bancaire. Donc on n'a pas du tout l'équivalent en zone euro. Mais on ne l'aura jamais. Et voilà, c'est un vrai souci. D'accord. C'est un vrai souci. Et aujourd'hui, moi je considère qu'il y a une vraie fragilité du secteur bancaire européen parce que on a encore une problématique finalement de réforme à mettre en place au niveau des États. Et on le voit. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'euro-dollar est arrimé sur l'Allemagne. Mais imaginons effectivement que la France réussisse, et c'est quand même en bon chemin, ces réformes. C'est-à-dire que les pays de la zone euro rentrent dans l'acceptation de leur contrat par rapport à l'euro, avec donc tout ce qui est règles budgétaires, etc. L'euro serait l'équivalent du dollar. Aujourd'hui, on en est très loin. Donc, il manque cette crédibilité. Et cette crédibilité est un fort soutien pour les banques. Et aujourd'hui, donc, on a à la fois des banques qui n'ont pas la taille par rapport aux banques américaines, je ne parle pas par rapport aux banques chinoises en plus, et qui n'ont pas la crédibilité de leur monnaie. Donc, c'est un vrai sujet. Le sujet bancaire est un vrai sujet qu'il faudra aborder, je pense, dans les prochains mois, parce que si le marché action doit rebondir, il doit rebondir avec une tendance macroéconomique sur les banques. Bon, et ça veut dire quand même aussi avancer sur la gestion du dossier italien, parce que les frictions entre Rome et Bruxelles, on va les voir apparaître. Elles apparaissent, elles sont déjà là, sur l'immigration, sur le secteur bancaire aussi. Je rappelle, les Italiens ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés sur la question de l'immigration par les Européens, maltraités du point de vue des régulateurs sur la gestion de la crise bancaire et des prêts non performants en Italie, par rapport aux gestions de crise bancaire qu'on a pu avoir dans d'autres pays. Donc c'est des sujets qui vont être très conflictuels là, on imagine. Extrêmement conflictuels. C'est vrai que l'Italie, et on a vu ce vote très violent socialement, s'est trouvé victime à double titre de l'Union européenne. D'une part, finalement, son industrie était fragilisée du fait de la forte compétitivité allemande, et donc l'Italie du Nord a beaucoup perdu. Et ensuite, il y a eu la vague migratoire très importante, et les Italiens se sont trouvés laissés pour compte. Donc, on sent une colère et une humiliation aussi, parce que les Italiens, qui étaient quand même une économie performante, se sont sentis floués et par les Allemands et par les Français. Donc aujourd'hui, il y a une confiance à restaurer. On voit bien qu'il y a eu quand même un changement d'attitude du mouvement Ligue et mouvement 5S. Et c'est vrai que Trump y est pour quelque chose, parce qu'on voit qu'une Europe qui n'est pas unie ne peut rien faire économiquement par rapport aux actes de Trump. Romain Dobré avec nous, toujours en duplex, un membre de la cellule info de Bourse Direct. Allons-y sur la thématique européenne et donc sur l'euro-dollar. Romain, à plus de 1,18 cet après-midi, est-ce qu'on est en train de vivre un renversement de la tendance qui s'était installée depuis plusieurs mois maintenant, à savoir le dollar qui repart à la hausse et l'euro-dollar qui était à peut-être 1,25 en début d'année, tombé à 1,15 la semaine dernière. Est-ce que cette tendance-là est en train de se renverser aujourd'hui ? Je crois pas, ça ressemble plutôt à une réaction inverse dans un marché qui a accéléré fortement à la baisse en fait. C'est plus un rebond lié à un excès dans un sens. Pour l'instant, toujours très compliqué l'euro-dollar, mais je vois que le support à 1,1660 qu'on évoquait a tenu. Je vois
pas l'euro franchir 1,2040 non plus dans un proche horizon. Pour moi, ça devrait être une évolution qui devrait continuer entre ces bornes-là. En revanche, pour revenir sur ce que vous disiez au sujet du secteur bancaire, oui, j'anticipe en parlant du secteur bancaire. Graphiquement, ça confirme tout à fait ce que disait Laurent Geronimi. On n'a pas de signaux encore d'achat net sur le secteur bancaire. On a un palier qui est marqué graphiquement et qui indique que on arrête de baisser pour l'instant. Donc j'anticipe, il y a évidemment pas encore de signaux d'achat ferme et fort sur ce secteur. On est beaucoup plus orienté ou intéressé par le secteur effectivement lié aux matières premières dans l'immédiat. Mais en tout cas, voilà, c'est une anticipation. Et comme vous l'avez compris, je m'attends pas à ce que le marché explose encore à la hausse dans les jours ou semaines qui viennent. Un trading range avec un biais haussier, c'est certain. Enfin, pour l'instant, puisque plutôt canalisé. Il y a encore un peu d'inquiétude et de fébrilité dans le marché. Donc, c'est ce qui peut permettre encore au marché, à mon avis, de continuer à progresser. Mais je me méfierais de l'été, ou en tout cas du passage après l'été, parce que graphiquement, il y a pas mal d'éléments qui pointent de ce côté-là. Mais voilà, donc si je m'attends pas à des rebonds tonitruants, mais à chercher des secteurs ou des valeurs en retard qui permettraient de profiter d'un marché qui ne bouge pas beaucoup. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a les grands trading range. On a quand même des écarts d'une 60aine de points sur l'indice CAC 40, donc en intraday, il y a beaucoup d'opportunités et pas mal d'opérations à faire. Non, mais très très clair, effectivement, il y a un peu d'opportunités tactiques, on le comprend très nettement, une petite rotation là qui se met en place aujourd'hui à surveiller, effectivement. Est-ce que les signaux se renforceront dans les prochains jours, les signaux plus positifs peut-être sur le secteur bancaire, les signaux moins positifs sur le secteur du luxe. On n'est pas en train de parler d'alerte sur le secteur du luxe. Encore une fois, il faut le redire peut-être Laurent, mais voilà, on parle de prise de profit et peut-être juste des thématiques qui sont en train de changer dans le marché. En conclusion, là, qu'est-ce qu'on peut recommander justement si on aborde une nouvelle phase de marché là? Qu'est-ce qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent, Laurent? Donc, on est toujours confiant à moyen terme sur le marché action. Donc, jusqu'à la fin d'année, je dirais positif sur le marché action. Un biais pro-risque toujours. Les actions, notamment au détriment, par exemple, des taux obligataires, quoi. Absolument, on parle de tout ce qui peut être emprunt d'État, voire ce qu'on appelle l'obligation investment grade d'excellente qualité. Donc ça, c'est le premier biais. Ensuite, une thématique sur le secteur des matières premières assez nette pour des raisons de dividendes ou pour des raisons de performance. Et après, donc, le côté très spéculatif sur les banques. Vont-elles réussir leur pari? Donc, tout va dépendre, en fait, de ce qui se passe aux États-Unis pour la remontée des taux et comment ça va se passer. C'est plutôt bon pour le secteur bancaire. Et la zone euro, en fait, c'est lié à la situation italienne. Voilà. Bon, effectivement, des réunions de banque centrale quand même la semaine prochaine, la BCE notamment, très très attendue. Est-ce qu'elle doit garder le cap malgré la situation italienne? Est-ce que c'est la position appropriée, celle décrite hier d'une certaine manière par Peter Pratt, ou est-ce qu'elle doit être très très prudente, justement beaucoup plus peut-être encore que ce qu'on imaginait il y a quelques temps? Non, c'est vraiment la position appropriée. La BCE se doit d'être crédible, donc elle doit être contracyclique. On arrive aux objectifs d'inflation de la Banque Centrale Européenne, on va y arriver, on est très proche. Elle doit aujourd'hui réajuster son programme d'achat d'actifs en le diminuant progressivement. C'est la date de fin, est-ce que ça sera fin septembre ou est-ce que ça sera fin décembre? Donc là, il y a une attitude, et même, je dirais, ça responsabilise tous les gouvernements de la zone euro. Donc aujourd'hui, la BCE a fait ce qu'elle a pu, elle sera toujours en soutien. Ce sera un soutien moins marqué et la responsabilité repose sur les gouvernements. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Laurent Geronimi qui était en plateau avec nous, directeur de la gestion taux et diversifiée de Swiss Life Banque Privée. Et en duplex, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. On marque une pause.